Nous sommes le 18 mars 1965, au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. À l'intérieur du bâtiment, les équipes s'affolent. L'heure est grave. À des milliers de kilomètres de là, au beau milieu de l'espace, un homme est pris au piège et risque sa vie pour accomplir ce qu'il y a encore quelques siècles, personne ne pensait possible. Effectuer la toute première sortie spatiale. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Bien le bonsoir la Poiscaille. Est-ce que parmi vous, il y en a dont le rêve le plus cher serait de devenir astronaute ou cosmonaute? Ou alors soyons fous de poser le pied un jour sur la Lune ou sur Mars? Eh bien, une poignée d'élus sont parvenus à réaliser ce rêve. En 2017, par exemple, on a beaucoup entendu parler de Thomas Pesquet, le spationaute français qui a passé quelques mois sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale qui vole à 400 km au-dessus de nos têtes et qui fait 15 fois le tour de la Terre par jour. Pour les fans, vous avez pu suivre ses aventures sur les réseaux sociaux grâce à des photos, des vidéos, etc. Mais savez-vous que les premières vidéos de l'espace remontent à bien plus longtemps que ça? Bon, oui, vous imaginez, oui, bien sûr. Mais vraiment, est-ce que vous savez quelle merde ça a été au tout départ? Puisque dans l'histoire folle que nous allons voir aujourd'hui, nous allons assister ensemble à l'un des instants les plus terrifiants que vous puissiez imaginer dans la vie d'un homme. Et cet homme, c'est Alexeï Leonov, le tout premier être humain à s'être élancé dans le vide, au-delà de sa capsule, pour côtoyer d'un peu plus près les étoiles. Et vous allez voir aujourd'hui que cette mission capitale n'a pas été de tout repos. Dans sa mission, il a été question de vide spatial, de problèmes techniques, de survie en terre hostile, mais aussi d'un courage hors du commun pour ces cow-boys de l'espace. Alors que vous soyez passionné ou pas par l'espace, cette histoire ne devrait pas vous laisser indifférent. Alors montons ensemble à bord du vaisseau Cosrod 2, puisque nous partons ensemble dans une nouvelle bulle féconde au-delà de la stratosphère. Commençons par le commencement. Qui est ce fameux Alexeï Leonov? Eh bien tout d'abord, c'était un pilote de chasse de l'armée soviétique et également général de l'armée de l'air. Et en 1960, il est sélectionné pour faire partie du programme spatial de son pays, en tant que cosmonaute. Et donc sa mission à ce moment-là était toute simple, c'était tout simplement le premier homme de l'histoire à faire une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Alexeï doit alors monter à bord du vaisseau Cosrod 2, accompagné de son coéquipier Pavel Belialev, et se hisser à 500 km d'altitude. Une fois alors arrivé en orbite, Alexeï est censé sortir dans l'espace seul et en combinaison maintenue par un seul câble de 4,50 m. Et personne avant lui ne l'avait jamais fait. Tu m'étonnes. Le 18 mars 1965, c'est le grand jour pour Alexeï. 10. Celui qu'il a attendu toute sa vie 9. et dont il rêvait quand il était gamin. 8. Les derniers préparatifs sont terminés. 7. Il s'installe dans la capsule, 6. elle-même au sommet de l'immense fusée russe, 5. sur l'aire de décollage. 4. 3. 2. 1. Décollage. Dans un grondement assourdissant, le vaisseau décolle depuis la ville de Baïkonour. Sur Terre, on peut observer le vaisseau atteindre les sommets de l'atmosphère dans un nuage de fumée et de flammes. Et en très peu de temps, et malgré la météo pluvieuse, celui-ci ne devient plus qu'une traînée dans le ciel, semblable à une étoile filante. De son côté, Alexeï s'éloigne de plus en plus de la Terre, et il sait qu'en cas de problème, il ne pourra probablement plus jamais poser les pieds dessus. L'équipe qui suit les deux cosmonautes est cependant rassurée d'apprendre que leur vaisseau a atteint son orbite rapidement et sans aucune encombre. Maintenant, il est trop tard pour reculer, Alexeï doit changer l'histoire. Cela fait maintenant 90 minutes que le vaisseau tourne autour de la Terre. C'est le moment crucial. Alexeï reste calme et serein en apparence. Normal, hein, c'est un professionnel. Cela fait quand même près de 18 mois qu'il s'entraîne pour réussir cette mission. Mais au fond de lui, son cœur bat très fort. Et son âme d'enfant est en pleine euphorie. Alexeï est aussi conscient que tout peut arriver, puisque un tel risque n'a jamais été pris auparavant. De multiples problèmes peuvent survenir, des choses impossibles à prévoir depuis la Terre. Il ne sait pas, par exemple, comment son corps va réagir. L'écoutille est alors ouverte et il peut contempler l'espace qui s'étend devant lui. Il prend alors son courage à deux mains et s'élance. Il avance précautionneusement en suivant la corde, qui le relie à son vaisseau et qui l'empêche de dériver dans l'espace profond. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir à ce moment précis? Eh bien, Alexeï racontera à son retour sur Terre, puisque oui, il est retourné sur Terre, et il a survécu, mais c'était pas de la tarte, que ce qu'il voyait était une étendue qui lui semblait infinie, remplie d'étoiles très brillantes qui luisaient tout autour de lui. Au milieu de nulle part, il se sent comme entouré parmi les plus belles choses au monde. Impressionné par l'immensité de tout ce qu'il observe. Sous ses pieds se tient la Terre. Selon lui, sa splendeur dépasse tout ce qu'il est possible d'imaginer. Il reconnaît la mer Caspienne et le détroit de Gibraltar et se dit très étonné par la rondeur de notre planète.
probablement encore un vendu parce que la Terre est plate, tout ça. On s'en fout. Mais ce qui est le plus perturbant pour lui, c'est le silence. Un silence profond, inimaginable, comparable à rien de ce qui est humainement possible aujourd'hui. Il est d'ailleurs si intense que Alexei est capable d'entendre son organisme fonctionner. Le bruit de son corps résonne dans ses oreilles. Il est seul et il contemple des choses que personne n'avait jamais vues avant lui. Mais cela fait maintenant 8 minutes que Alexei contemple l'univers et il doit alors songer à rentrer dans son vaisseau. Mais il se rend alors compte que quelque chose ne va pas. Lorsqu'il essaye de bouger, Alexei se rend compte qu'il est bloqué. Sa combinaison s'est mise à gonfler. En fait, tout simplement à cause de la différence de pression entre celle-ci, l'air contenu à l'intérieur, et le vide de l'espace qui, par définition, est vide. Comme un ballon de baudruche qu'on aurait trop rempli d'air, et bien du coup il gonfle, puisqu'il est beaucoup plus concentré en air que l'atmosphère. Et là, avec le vide de l'espace, c'est le même principe. Les scientifiques et les ingénieurs n'avaient peut-être pas trop prévu le coup. Ou en tout cas, il y avait une couille dans le pâté. En temps normal, il était prévu qu'il y ait 2 cm entre le corps de l'astronaute et sa combinaison, mais là, il a désormais le sentiment d'être coincé à l'intérieur et il se sent alors incapable de bouger. Pourtant, il ne doit pas tarder à rentrer dans le sas et rejoindre son coéquipier. Il ne peut s'accrocher qu'à une poignée pour se maintenir près de l'entrée de la capsule, mais il ne lui reste plus que 5 minutes avant que l'ombre de la Terre ne le rattrape et qu'il ne soit privé de lumière. Et dans 10 minutes, sa liaison radio sera rendue impossible et dans 30 minutes, il sera privé d'oxygène. Alexei décide donc de ne pas contacter la base radio pour ne pas perdre de temps à demander des conseils et préfère plutôt agir seul. Mais bloqué de la sorte, chacun de ses mouvements l'épuise. Il est alors obligé de dépressuriser sa combinaison manuellement, autrement dit de retirer de l'air. Il utilise donc une valve qui lui permet d'expulser l'air de son scaphandre. Mais c'est un gros risque qu'il doit prendre, puisque sans air, il va se mettre à geler en très peu de temps. Et à manquer d'air du coup. Mais il y parvient et grâce à cette manœuvre, la pression de sa combinaison descend à 0,25 atmosphères. Bon alors pour vous donner une petite idée, c'est à peu près la pression qu'on peut trouver au sommet de l'Everest, à 8000 mètres d'altitude. Autant vous dire qu'on n'est pas fait pour supporter ça et on finit par s'évanouir en très peu de temps. Alexei retrouve donc un peu de mobilité. Mais la dépressurisation totale est très dangereuse. Son organisme réagit en lui provoquant un coup de chaleur. La température de son corps alors augmente de 2 degrés en très peu de temps. Il transpire alors tellement qu'il baigne littéralement dans sa propre sueur, à l'intérieur de sa combinaison. Il a alors l'impression de recevoir des pics comme des poignards sur chaque partie de son corps, et son corps atteint alors les 143 battements par minute. Et pendant un moment, Alexei se demande si ça n'est pas déjà la fin, pour lui. Il est au bord de l'évanouissement, mais il doit impérativement parvenir à rentrer dans le sas, et si possible les jambes en avant, afin de regagner directement son siège. Et oui, parce que sa capsule est si étroite qu'elle ne lui permet normalement pas de pouvoir se mouvoir librement à l'intérieur. Et donc malgré les recommandations et dans un dernier effort, Alexei n'a pas d'autre choix que de passer par le sas. Non par les jambes en avant, mais par la tête. Et contre toute attente, il parvient à se replacer sur son siège en se déplaçant dans le vaisseau. Quelques minutes de plus et il était mort. Et en tout, sa sortie extravéhiculaire aura duré 12 minutes. Plus tard, Alexei avouera même qu'il avait pris sur lui une pilule suicide. S'il était resté dans l'espace, incapable de réintégrer son vaisseau, il aurait probablement été forcé de l'avaler. Et son coéquipier n'aurait pas eu d'autre choix que de l'abandonner dans l'espace, où son corps aurait dérivé alors en orbite autour de la Terre pour l'éternité. Enfin, en réalité, il reste encore quelques atomes même à cette altitude, et il aurait fini par ralentir et par retomber sur Terre, formant alors une petite étoile filante. Alors Alexei s'en est sorti in extremis de sa mission. Mais les ennuis ne sont pas terminés pour autant. Et oui, puisque l'écoutille est mal refermée. Ce qui fait que le vaisseau est tout simplement victime d'une fuite d'air. Et pour ne pas que les 2 cosmonautes finissent asphyxiés et gelés, le système du vaisseau injecte de grosses quantités d'oxygène dans la capsule. Mais une simple étincelle dans cet air surchargé en oxygène et tout s'enflammerait instantanément. La situation est donc extrêmement risqué pour ce retour sur Terre. Et pour rentrer sur Terre, il faut rentrer dans l'atmosphère. Et à leur vitesse, la capsule s'enflamme. Cela devient une sorte de boule de feu, une étoile filante. Mais attendez, ça n'est pas tout. Le système qui permet d'orienter la capsule tombe en panne, les rétrofusées ne fonctionnent plus, ce qui permet donc d'atterrir. Et pour vous dire, la peur d'un échec de la mission s'intensifie de plus en plus dans la tête des 2 cosmonautes, mais aussi bien de l'équipe qui les assiste sur la terre ferme. Et après délibération, il est décidé que les 2 cosmonautes doivent diriger leur vaisseau manuellement, à des dizaines de milliers de km/h, pour leur rentrée sur Terre. Et vous vous souvenez aussi que cette capsule est très petite. Et donc Alexei et son coéquipier sont obligés de se contorsionner dans tous les sens. Alors pour vous faire une petite idée, l'un est sous son siège et maintient l'autre pendant que de son côté il oriente le vaisseau. Mais ce dernier se rapproche de la Terre à toute vitesse, il s'embrasse dans l'atmosphère, il va extrêmement vite, tout tremble de partout dans leur capsule, ils frôlent la mort à chaque instant. Mais finalement, leurs années d'entraînement
payent et ils parviennent à orienter la machine. Mais ils atterrissent à 400 km de leur point de chute qui leur était programmé. Et où atterrissent-ils d'après vous? Eh bien certainement pas sur une île paradisiaque, mais bel et bien en pleine forêt sibérienne. Ils se retrouvent donc au milieu d'une grosse couche de neige, à des dizaines de kilomètres de toute civilisation. Et pour ne rien gâcher, c'est la pleine saison des amours pour les ours et pour les loups du coin. Ils sont plutôt au mauvais endroit, au mauvais moment, j'ai envie de dire. L'endroit est trop isolé et trop dangereux pour que les deux héros soient secourus par voie aérienne. Et ils sont donc obligés d'attendre 2 jours entiers avant qu'une équipe de sauveteurs ne vienne les récupérer en ski. Bon, entre-temps, quand même rassurez-vous, on leur a quand même parachuté des vêtements chauds et quelques trucs de survie. Un peu de bouffe, tout ça. Voilà, c'est quand même le minimum pour qu'ils crèvent pas de faim. Et qu'ils se fassent pas bouffer aussi. Mais vous vous rendez compte, le week-end, ça doit être un truc de dingue. Juste avant ça, ils étaient dans l'espace, en train de tourner autour de la Terre et contempler l'univers. Et 1 heure après, ils sont dans la neige, entourés d'ours et de loups, et en train de poireauter pour que des skieurs viennent les récupérer. Je vous rassure, après tout ça, Alexei et Pavel ont pu rentrer chez eux sans problème. Et encore eux, puisque bon, une mission comme ça a peut-être tendance un petit peu à vous coller des frissons pour toute une vie. Tous les deux ont d'ailleurs été nommés héros de l'Union soviétique. Ils ont aussi été décorés de l'ordre de Lénine et de l'ordre de l'Étoile rouge. Voilà, bon, ça c'est pour les distinctions. Bon. De son côté, Alexei Leonov a continué à travailler pour le programme spatial soviétique avant de prendre sa retraite. Et sommet de la classe, le bonhomme jouit actuellement d'un cratère lunaire et d'un astéroïde nommé en son honneur. Si ça c'est pas un rêve de gosse. Mais pendant longtemps, personne n'a su ce par quoi il était passé, lorsqu'il était tout là-haut, dans l'espace, livré à lui-même, tout seul. Les autorités russes n'ont, dans un premier temps, pas voulu révéler au grand public tous les incidents qui s'étaient produits durant cette mission historique. Voilà, histoire de ne pas trop entacher leur réputation, quoi. Par exemple, l'agence gouvernementale d'information TASS a déclaré « À l'extérieur du vaisseau et après son retour, Alexei Leonov se sentait très bien. » Et voilà la poiscaille pour cette fabuleuse histoire. Qu'avez-vous pensé de votre côté des aventures de ce cher Alexei? Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les astronautes, cosmonautes ou spationautes, ils sont tous très minutieusement sélectionnés. Ils subissent des entraînements physiques très intenses et des tas de tests très exigeants. Bref, s'il y a bien une profession où il faut être prêt à toutes les catastrophes et à être capable de garder son sang-froid dans toutes les situations, du coup c'est celle-là. Mais vous qui maintenant désormais connaissez l'histoire du premier homme à être sorti dans l'espace, seriez-vous prêt à courir ce genre de risque pour pouvoir réaliser peut-être votre rêve et voir de vos propres yeux l'immensité de l'univers? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez peut-être vous en douter, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace, voir les étoiles de plus près. Mais t'es au courant que les entraînements des spationautes, c'est super dur. Oh oui, je vais me débrouiller. Mais t'es sûr que t'es prêt pour les centrifuges humaines? Ouais, tester la résistance à la pression, ouais, bien sûr. Bon, ça me fait pas peur. Généralement, ton visage s'affaisse, tes organes bougent, tu peux aussi vomir ou Ah t'évanouir. j'en ai rien à foutre, en mode je peux dégueuler, mon corps peut se défoncer, j'irai dans l'espace, je verrai les étoiles. Bisous.